Bienvenue dans Moto News numéro 4, au sommaire de cette émission consacrée à la moto et au scooter au sens large. Nous allons parler de l'actualité du marché et tout particulièrement de la pénurie au niveau de la fabrication des motos et surtout du coût du transport qui a évolué, s'est envolé. En compagnie de Stéphane Le Gouic de l'Officiel du Cycle. Nous allons également parler de l'actu sport avec Alexis Delis et du démarrage du championnat du monde d'endurance. C'était les 24 heures moto au Mans. Ensuite, l'actualité de nos essais au sein de notre pôle moto, ce sera en compagnie de Rémi Darod de Moto Journal qui va nous parler de leur comparatif Gros Trail. Nous allons également vous présenter de nouveaux équipements moto avant de parler de l'actualité de la mobilité urbaine et du scooter en compagnie encore de Stéphane Le Gouic et ce sera le tour du Zontes 310M. Enfin, Mathias Brunner de Moto Verte fera le tour de l'actualité du sport en tout terrain et on va parler des Frenchies qui performent. Bienvenue sur Moto News et donc aujourd'hui j'accueille Stéphane Le Gouic, rédacteur en chef de l'Officiel du Cycle. Donc c'est notre spécialiste du marché au sein de notre pôle d'information moto. Stéphane, nous sommes allés à la SIAM, la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle, pour rencontrer les constructeurs. Des réunions des points presse qui sont parfois annulés en raison du Covid. Cette fois-ci, il a été maintenu. Et nous avons pu parler notamment avec certains interlocuteurs des difficultés de production des motos en ce moment. C'est le sujet brûlant du moment, effectivement. Ouais. Tous les constructeurs sont confrontés à ça, donc j'imagine qu'ils ont dû te raconter des choses intéressantes. Absolument. On a pu interroger sur la question, notamment Vincent Thomeray, directeur général de Yamaha Motor France. Voilà, président de la SIAM aussi. Président de la SIAM qui s'exprime au nom d'un constructeur japonais finalement. Donc pour Yamaha, où en êtes-vous? Est-ce que c'est plus la difficulté à produire ou est-ce que c'est davantage la difficulté à livrer par la voie des mers ou autre? C'est vrai que c'est un sujet complexe, c'est un petit peu tout à la fois, même si aujourd'hui on a la chance d'avoir des chiffres qui sont nettement meilleurs que l'année dernière. Nous sommes en pleine croissance. Mais c'est vrai que malgré tout, oui, nos clients n'arrivent pas à avoir tous les produits qu'ils désireraient dans les concessions et nous faisons face à des difficultés industrielles, difficultés logistiques et quelquefois vraiment les deux bout à bout. Et ce qui rend des délais de livraison longs, trop longs pour certains de nos clients, bien sûr. Alors, on a beaucoup entendu parler de cette envolée du prix du transport, avec un prix du conteneur moyen en dollars, parfois exprimé autour de 2 000 à 3 000 dollars jusqu'à 18 000 ou 20 000 dollars. Est-ce vrai? Est-ce que vous l'avez ressenti? C'est réel ou pas? Oui, c'est tout à fait réel. Les ordres de grandeur sont les bons. C'est principalement donc un conteneur Asie-Europe. On est dans cet ordre d'idée-là, passé de 2 500 3 000 dollars à aux alentours de 15 000, il y a eu un pic à 18 et aujourd'hui on est sur du 15 000 et ça a tendance à se maintenir à ce niveau-là. Ouais. Alors, on sait, Yamaha produit un peu partout en Asie, au Japon bien sûr, plus dans d'autres pays, et aussi en France avec l'usine Yamaha MBK. Les modèles 125, notamment le X-Max, une très forte vente Europe, France, et les motos 700. Et avez-vous envisagé éventuellement de rapatrier encore quelques modèles à fabriquer en Europe pour raccourcir cette chaîne logistique? Est-ce possible? Alors, c'est complexe. D'abord, bien évidemment, dès qu'on parle d'industrie, on parle de temps long. Installer un produit, installer une chaîne logistique, une production, etc., ça ne se fait pas en réaction comme ça à des crises comme nous venons de le vivre et que nous vivons d'ailleurs encore, bien évidemment. C'est une chance. Aujourd'hui, les chiffres que j'annonçais tout à l'heure avec une forte croissance, ça vient principalement d'une bonne disponibilité de nos produits fabriqués en France. Tracer 700, Ténéré 700 ont été vraiment au rendez-vous et on a pu produire et bien évidemment on est moins impacté. Mais il faut reconnaître que
même si nous produisons en France, le châssis est fabriqué en France, on l'avait vu ensemble, Christophe, je me souviens de cette discussion de dire est-ce qu'on peut parler de production en France ou d'assemblage. On avait conclu au retour de la visite de l'usine, c'était bien de la production, mais il faut être honnête, il y a toujours un composant, un morceau, voire de matières premières qui viennent à l'autre bout. Donc tout ce qui est fabriqué à MBK Industrie, dans notre usine française à Saint-Quentin, il y a des containers qui viennent. Il y a les containers qui ont été bloqués sur l'Evergreen, avec des impacts, puisque dans un container, quand on importe un container de produits finis du Japon, dans un container, on va mettre 25 motos, alors que dans un container, on est capable de mettre 3500 guidons. Donc, quand c'est ce container-là qui va nous manquer, les impacts industriels peuvent être aussi très importants. Dernière question, ça concerne la crise, le conflit en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. On sait que la Russie, comme l'Ukraine, fabriquait certains composants ou travaillait certaines matières, l'acier, l'aluminium, le titane. Est-ce que Yamaha est impacté par cette crise soudaine ? Alors, je n'ai pas eu d'informations directes sur cette notion de matière première ou de sous-traitant russe ou ukrainien qui ferait défaut aujourd'hui à Yamaha. Mais il y a plein de répercussions, des répercussions qu'on n'attend pas. Par exemple, ça a bouleversé toute notre logistique de pièces détachées. Nous avons un système de pièces détachées qui fait que nous gardons certaines pièces, par exemple, uniquement au Japon quand les demandes dans les différents continents sont faibles. Et nous avons fait les calculs comme quoi il est plus intéressant de faire voler la pièce dès qu'un client en a besoin plutôt que de garder des stocks dans différentes plateformes au niveau du monde. Eh bien, par exemple, les vols ont été déroutés. On ne peut plus, les lignes aériennes ne sont pas conservées comme elles étaient avant le conflit. Donc tout cela a eu des impacts sur la qualité de service aussi au niveau des clients finaux. Oui, donc Vincent Thomeray a un peu tout résumé pour les constructeurs japonais. Oui. Mais quel était le point de vue des constructeurs européens? Tu en as rencontré? Alors oui, on a pu interroger Jean-Luc Mars, qui a une vision assez globale, tu connais son parcours. De Triomphe, Jean-Luc Mars, directeur général de Triomphe, mais tu connais son parcours, il a une vision globale du marché. Et il a pu s'exprimer donc concernant notamment sa marque. Donc où en sommes-nous concernant Triomphe, bien sûr, des difficultés rencontrées par les constructeurs aujourd'hui? Alors, concernant Triomphe, je dirais qu'on tire bien notre épingle du jeu, mais c'est un combat permanent. C'est un travail de tous les instants, de trouver des fournisseurs, de trouver des composants, d'organiser la logistique, de rebondir avec des plans B, des plans C, etc. C'est très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Et aujourd'hui, on voit que Triomphe fait une très belle performance commerciale sur le marché français. C'est aussi, outre les nouveautés, outre le dynamisme de la marque, c'est aussi parce que nous avons été en capacité de produire et de livrer nos concessionnaires. Et puis, quand je dis qu'on a vraiment cherché des solutions d'arrache-pied, ça va très très loin, puisque par exemple, l'usine anglaise est très active, dans la mesure où quand il nous manque des composants pour terminer une machine, la moto est quand même produite en Thaïlande, chargée sur les bateaux, envoyée en Angleterre pendant que le service achat s'occupe de trouver les composants qui nous font défaut, et la moto est potentiellement finie d'assembler en Angleterre. Donc l'usine anglaise tourne à plein régime pour compenser les difficultés d'approvisionnement de composants. Est-ce que ça veut dire que, compte tenu de la situation, on peut imaginer un modèle entièrement produit de nouveau à Hinckley plutôt qu'en Thaïlande? Oui, tout à fait. On n'exclut pas une réorganisation industrielle. L'usine anglaise fonctionne bien, elle est parfaitement opérationnelle. On voit bien qu'il y a une volonté de beaucoup d'industriels de répartir les points d'assemblage et de fabrication d'une façon mieux répartie dans les différentes zones géographiques, et ça fait partie des réflexions absolument. Alors, est-ce que dans cette réflexion, le coût du transport, le coût du conteneur, qui s'est complètement envolé depuis l'arrivée du Covid, fait aussi un peu pencher la bascule, ou finalement pas? Finalement, c'est encore rentable de produire finalement dans votre usine thaïlandaise que vous maîtrisez parfaitement, ou pas?
Alors, il faut relativiser, parce que certes, le coût du container a explosé depuis 12 mois, 18 mois. Ça reste quand même des relatifs petits montants quand on ramène ça à la moto transportée. Un container coûte cher, mais on met beaucoup de motos dans un container. Et sur le marché haut de gamme, comme celui où nous sommes positionnés, l'impact par moto n'est pas encore déterminant. Et puis, on s'attend quand même à ce que les coûts de logistique redeviennent plus normaux dans les mois qui viennent. Autant les pénuries de composants, on a une vraie incertitude sur la durée de cette crise-là. Autant la partie logistique, on commence quand même déjà à sentir une légère amélioration et on peut espérer qu'au cours de l'année 2022, la situation s'améliore. Donc pour l'instant, ce n'est pas ce qui va nous faire prendre une décision de relocalisation de production. En ce moment, on vit aussi avec le conflit qui oppose donc la Russie à l'Ukraine. On sait qu'il y a des matières premières et certains composants qui sont fabriqués en Russie notamment. Voilà. Est-ce que cela pose problème à la marque Triumph? Alors pour l'instant non. On a la chance, parce qu'il faut bien dire les choses, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne et c'est un peu une loterie. Parce qu'évidemment, ce genre de crise, on ne peut pas ou difficilement l'anticiper. Pour l'instant, on n'est pas impacté directement par les matières premières ou les composants qui peuvent être fabriqués en Ukraine ou en Russie. Par contre, évidemment, on voit tous les conséquences de cette guerre sur l'inflation, sur le prix de l'énergie, et on est impacté à ce titre-là. Oui, ce que dit Jean-Luc Mars, c'est exact. Hein. Les problèmes sont un peu les mêmes entre les Européens et les Japonais. Absolument. Mais d'autres constructeurs, les 100% chinois, si on peut dire, connaissent aussi des problèmes, eux, directement de production sur place, puisque avec la reprise du Covid en Chine, oui. des usines referment. Donc, paralysées. Ça implique des retards de production. Et donc des retards de livraison des machines en France. Exactement. Okay. Et ça a également des implications sur le prix des machines. Exactement. Ça a une implication sur le prix des motos. C'est un sujet dont vous avez parlé. Oui, absolument. Et puis le coût du transport, hein, bien sûr, qui s'est envolé ces derniers temps, avec notamment le coût du conteneur, hein, tu sais, le prix du conteneur, qui a considérablement évolué, passant de 1500 $ US, parfois à 18 000 $ US, mais il a beaucoup varié. D'ailleurs, à ce sujet, Vincent Thiomré ajoute quelque chose d'important. Voilà, tac. Et enfin, je termine, et là, je te passe la parole autour du prix des motos. On en est là. D'accord. Pour pas croiser, ça fait du bruit sur le micro. Ah bon, merde. Putain, tout va bien, tout va bien. Ah ouais, merde. Guillaume, on est à combien? 2,30. Ah super. Et là, on bascule sur le prix des motos. Donc, voilà. Donc c'est moi qui relance ou là, non, c'est moi. C'est moi qui te relance et ouais. C'est plutôt toi qui exprime toute la conclusion autour du prix des motos. J'y vais. Ok. Voilà, donc difficulté de produire, difficulté à trouver des matières premières, coût logistique de transport plus élevé. Tout cela, forcément, ça amène des perturbations sur le prix des motos. Quelque chose que tu observes en continu, toi, au sein de l'officiel du cycle. Oui, exactement, parce que tous les mois, nous, on dresse la liste des prix des machines neuves et on voit bien les évolutions. Et généralement, les constructeurs, alors certains font varier leurs tarifs plusieurs fois dans l'année, d'autres pas du tout. Et là, on s'est aperçu à la fin de 2021 que des constructeurs commençaient déjà à anticiper ce coût supplémentaire du transport en augmentant leurs tarifs. Alors, donc il y a eu des augmentations fin 2021 et des augmentations début 2022, notamment celle de Honda dont on a beaucoup parlé parce que Honda a pris la parole sur ce sujet et Honda a été très clair. Hein, avec plutôt de la transparence. Exactement. Ils ont fait un communiqué, ils ont annoncé. D'autres ont augmenté leurs tarifs sans forcément le dire. Voilà. Et puis, il faut reconnaître aussi que certains même le précisent à leurs clients. Il y a des mentions sur les factures. Exactement. Donc, mais les clients ont un peu intégré ça parce que tout le monde est au courant qu'il y a des problèmes de transport. Ce n'est pas simplement lié à la moto, c'est lié à l'auto et à tous les produits de consommation qui viennent de Chine. Donc, les clients sont habitués à ça, mais certains constructeurs préfèrent préciser le fait qu'effectivement, le surcoût est vraiment lié au transport.
Cela dit, il y a un élément dont on parle peu, c'est que les normes successives, les normes anti-pollution successives ont également eu un surcoût sur le prix des machines, notamment Euro 5, apparu il y a 2 ans et qui a fait grimper le prix des machines. Alors, beaucoup sur les petites cylindrées, un peu moins sur les grosses cylindrées, mais ça a eu un effet quand même net sur le prix des machines aussi. Alors, moralité, aujourd'hui quand même l'offre, on a des motos et des scooters, il y en a beaucoup qui sont quand même assez formidables, technologiques, très plaisants à conduire. Ils sont devenus un peu plus chers, ça c'est sûr. C'est pas sûr que ça baisse. On va observer ça à l'avenir, Stéphane. On vous tiendra au courant de toute façon dans Moto News. Moment sport maintenant, sport vitesse dans Moto News et j'accueille bien sûr Alexis Delis. Salut Alexis. Christophe. Salut. Qui était aux 24 heures du Mans moto, aux 24 heures moto, on appelle ça comme ça, sur place, en salle de presse, mais pas que cette année. Ouais, après 2 ans à moitié à huis clos, voire complètement à huis clos, Oui. on avait enfin le droit d'aller dans le paddock et de se mélanger au paddock, les journalistes. À pit lane aussi. La pit lane Tout. et puis et en plus sans masque, donc ça c'était bien agréable aussi. Ah, le retour à la liberté et à un traitement correct. Parce que toi, tu as déjà vécu des courses de 24 heures enfermé dans la salle de presse. Ouais. Avec la police du Covid qui passe pour savoir si tu as bien ton masque. Ah oui, super. Bon, et ben c'était super ça. Donc ça a lancé la saison d'endurance qui nous intéresse beaucoup, nous, d'autant plus que cette année, ce sont les 100 ans du Boulder en septembre. Ne l'oublions pas, la billetterie est ouverte. Et toi, donc, tu as pu couvrir cette course. Qu'as-tu pu en retenir déjà en première ligne des essais avant le départ? Des essais sur un rythme record. Ouais. De toute façon, ce qu'il faut retenir du week-end au global, c'est le rythme de toutes les équipes de devant qui s'est encore. Je pense qu'ils ont gagné une bonne seconde par rapport à l'année dernière. En partie grâce aux pneus qui ont progressé, mais aussi aux équipes, aux motos, à tout le monde. Et au niveau à l'électronique, au niveau général de l'endurance, il y a aussi de plus en plus de très bons pilotes. Et ça va très vite maintenant en endurance, que ce soit sur un tour chrono en qualification ou en course. Faut savoir qu'en course, ça a roulé en 36.1 pour Greg Black, mais aussi en petit 36 pour la Honda FCC et pour la Yacht. Pour la Yacht. Ouais. C'est un rythme, c'est un rythme qui aurait pu vous qualifier en pole position l'année dernière, quoi. Et maintenant, c'est des chronos qui font en course. Ah, c'est des chronos en course réguliers, sur un tour clair. Dans le trafic, après 18 heures de course, en fin de nuit, à doubler des motos. Ah non, mais là, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Donc 36.1 en course pour le CERT, très proche du Yacht et du FCC, comme tu dis. Et en course, on sait que en GP, les meilleurs temps en course, de ce que j'ai pu voir, c'est 1:32.3 Vinales. Donc, on n'est quand même pas hyper loin avec des motos qui sont issues de la série, même si bon, on sait très bien que les motos WC sont quand même fortement préparées dans le contexte du règlement, en respect du règlement bien sûr. Mais donc, pour des motos vraiment moins chères, c'est des chronos très très élevés, très rapides. Il y a moins de 4 secondes d'écart, alors que tu dois doubler 5 motos dans le tour. Oui. Tu as déjà fait 18 heures de course. Oui. Non, c'est des sacrées performances. La course est passée maintenant et les gens ont vu les résultats. Bon, tu peux simplement grosso modo, nous redonner le podium et le résultat final finalement. La Suzuki qui garde le CERT Yoshimura qui garde son titre, donc qui est champion en titre et qui avait gagné l'an passé déjà aux 24 heures moto. Mais gagne encore cette année. Ça a été beaucoup plus dur que l'année dernière parce que le Yacht a mis une pression d'enfer quasiment toute la course. Le Yacht, ils peuvent regretter à nouveau un départ manqué. Alors, cette Yamaha qui ne démarre pas. Ah non, alors, elle ne démarre presque jamais. Elle démarre jamais. Par contre, elle est allée au bout.
Ah oui, déjà c'est pas mal. Une nouveauté Déjà, intéressante. Mandy Keynes était quand même très satisfait de ça. Oui, C'est de bon augure pour la suite de la saison. bien Ils sûr. ont trouvé de la fiabilité. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'à chaque ravitaillement, c'était compliqué de repartir. Voilà, ils ont perdu pas mal de temps là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, ils ont été rapidement à un tour de la Suzuki. Et il y a eu une bataille à distance comme ça qui s'est faite. La Suzuki a très bien répondu en termes de chrono. Mais s'ils avaient été ensemble en piste, ça aurait peut-être fait une course différente. Et a-t-on une explication un peu technique ou mécanique autour du fait que cette Yamaha peine à démarrer lors des stands ou à démarrer lors du départ? C'était risible presque, et on a vu, c'était Marvin. C'était Marvin, C'était je ne sais plus si c'était Marvin. Oui, je crois, il me semble bien que c'était Marvin, qui a hoché la tête au guidon. Karel Anika. C'est Karel Anika, pardon, qui a pris le départ. Il a hoché la tête là et la moto a parté pas. Comme à chaque fois, et il est parti bon dernier. Donc il a dû remonter voilà, donc déjà, direct. tout le plateau. J'ai pas d'explication, vraiment, j'ai pas la vérité absolue. Yamaha ne communique pas évidemment là-dessus. Si ce n'est que ce qui se dit, c'est que cette moto elle a quand même une batterie plus petite pour gagner quelques grammes. Oui. Et manifestement, cette batterie n'est pas assez costaud pour faire démarrer. Alors, il a promis que Aspa elle démarrerait. Donc, si elle démarre, qu'elle va au bout des courses et qu'elle maintient quand même les pôles, par contre, ça, il n'y a pas de problème. Ils les enchaînent chaque année, ils font quasiment toutes les pôles. Oui, ils sont rapides. Ils sont très rapides en piste, donc ça peut être une saison très intéressante pour la Yamaha. La FCC TSR, on avait rencontré Mike Di Meglio au Salon de Lyon, notamment, ensemble, Alexis. Ils avaient dit qu'ils avaient pas mal bossé, qu'ils avaient avancé, il était plutôt confiant. Ils ont fait plutôt une bonne course, ils sont plutôt prêts pour la saison? Ils ont fait une très bonne course, ils étaient clairement exactement dans le même rythme que les deux autres motos devant eux sur le podium. Simplement, ils ont payé deux petites bricoles, un sélecteur qui s'est desserré et qui pendait, il a fallu le changer. Voilà. Ensuite, un pot d'échappement qui a explosé. Pareil, il a fallu rentrer et le changer. Ça a mis la moto à 4-5 tours des leaders. Ça suffit, voilà. Et puis ensuite, plus tard, il y a eu une petite chute de Gino Rea qui a fait perdre encore un peu de temps. Donc, ils ont assuré la 3e place. Gino Rea qui est quand même dans le coup. On a vu les en termes de chrono, il n'y a pas de problème. Après, c'était sa première course sur une moto vraiment officielle. Oui. Bon, il a fait une petite erreur. Souhaitons qu'il ne la refasse pas pour la suite. Bon, donc ça nous donne un beau début de championnat qui est très prometteur. Cette année, le retour de Spa. Ouais, c'est la prochaine manche début juin. On vous invite d'ailleurs à aller y faire un tour si vous pouvez. C'est un circuit mythique. Tout le monde est très impatient dans le paddock du mondial d'aller à Spa. Il y a eu de gros travaux réalisés pour que ce circuit soit homologué, tout simplement, déjà pour l'endurance. Pour la sécurité. Et voilà, soit meilleur en termes de sécurité. Ils ont dépensé 25 millions d'euros. On sait que ça ne sera sûrement pas que pour l'endurance. Ils doivent espérer avoir le MotoGP dans quelques années. Malgré tout, avec la configuration du circuit, qui garde le tracé quand même assez mythique, il y a quand même des zones où on se dit c'est assez effrayant. Certainement que la Dorna aura quelques exigences supplémentaires par rapport à ce qui a été fait, mais ils peuvent essayer de refaire des travaux, même si on sait, vu la topographie des lieux, ils ne peuvent pas non plus pousser les montagnes. Non. Mais je pense que si ils ont fait tous ces travaux, ils sont raisonnablement confiants sur la possibilité un jour de pouvoir accueillir du MotoGP. L'incertitude, ça va être la météo, évidemment. On sait que même au mois de juin, il peut beaucoup pleuvoir à Spa. Là, les pluies, ils vont plus sortir. Voilà. Mais en tout cas, un tracé très rapide que certains pilotes du championnat ont déjà pu essayer. Il y a déjà eu des tests. Il y aura des tests officiels d'ailleurs dans très peu de temps, là, le mois prochain. Et voilà, tout le monde est impatient d'aller là-bas. Alors, un petit mot pour terminer au sujet de Bradley Smith, ex-pilote de GP, pilote de Moto E, qui a fait son arrivée en endurance. Bon, il n'a pas eu trop de chance. Non, Bradley Smith, il avait déjà fait un petit peu d'endurance. Il a gagné les 8 heures de Suzuka en 2015 sur la Yamaha d'usine. J'y étais d'ailleurs. Et il a aussi voulu faire les 8 heures de Schwarzenegger, où là, c'était beaucoup moins bien passé. Il s'était blessé aux essais. Il n'a pas pu faire la course. Et là, de bons essais. Moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer avant. Il était vraiment content d'être là dans ce paddock. Et malheureusement, départ, un peu comme la Yamaha du Yard d'ailleurs. La Yamaha du Moto 1 qui a eu du mal à démarrer. Du coup, il part un petit peu après tout le monde. Il commence à s'insérer, à sortir son emplacement, à s'insérer sur la trajectoire. Et là, une moto de fond de grille, donc qui avait déjà beaucoup de vitesse,
et qui était un peu à l'intérieur de la piste, le voit pas et vient le percuter de plein fouet. Plus de peur que de mal quand même pour Bradley, heureusement. Voilà, il a fait un petit tour à l'hôpital, mais ça va aller. Il va avoir quelques semaines pour récupérer et faire un peu de rééducation. Et, oui, c'est pas si méchant. On a entendu récemment hier, je crois qu'il devrait être présent à Spa. Il y a une incertitude là-dessus, d'autant que même avant la course, lui, il n'était pas sûr de vouloir faire Spa. Ah oui. Mais c'est pas impossible qu'il soit à Spa parce qu'il a vraiment apprécié son expérience au Mans ce week-end. Bon, très bien. Eh bien, on vous invite bien sûr à continuer de suivre le fil actu sportif aussi sur motostation.com et puis la future course de Spa avant les 100 ans du Bol d'Or en septembre. 3 courses de 24 heures cette année, ça va être sympa. Bon Rémi, l'essai du mois dans Moto News, c'est aussi un peu l'un des essais de l'année, des comparatifs de l'année dans Motojournal numéro 2326, donc le comparatif de l'année. Ouais, normal, c'est les gros trails, donc parmi les meilleures ventes du marché, avec là notamment la GS 1250, la nouvelle Tiger 1200 dans sa version GT Pro, parce qu'il faut bien préciser, parce qu'il y a plein de versions, et la Multistrada V4S. Donc c'est un comparo à 3 motos. Comparo, 3 motos, pas avec la GS Adventure, pas le gros réservoir, la Triumph non plus, pas le gros réservoir, la Multistrada V4S, de toute façon, c'est la version la plus vendue. Voilà, c'est ça. Conditions de l'essai. Beaucoup de kilomètres, comme à notre habitude sur ce genre de moto. On est parti un mardi à 15h de Paris et on est arrivé le soir à 23h à Aix-en-Provence. Et on a sillonné de nuit. On a sillonné l'arrière-pays provençal et le pourtour méditerranéen pendant 2-3 jours. Et après, on est remonté à Paris. On a fait 2500 km. Alors 2500 km, vous êtes parmi les derniers dans la presse moto à faire des bornes et des bornes chez MJ. Et ça permet. C'est tout à votre honneur avec ces motos-là qui sont faites pour rouler 2500 km. On n'est pas très loin du kilométrage annuel moyen du motard et vous le faites en 2 jours. Quand tu te fais une descente Paris-Marseille, donc du coup on va prendre les choses dans l'ordre. Quand tu fais la descente Paris-Marseille par l'autoroute de nuit, et en plus c'était il y a 2 semaines, tu sais, quand il y a eu un peu de froid de nouveau, on a perdu une saison en 2 jours. Et là tu les vois, les qualités de la moto et la GS. D'accord. La GS là-dessus, ça reste la référence imbattable. Et la nouvelle Tiger, du coup, je donne peut-être le classement ou on en parle En confort. En confort, ouais. En confort, la multi est devant la Tiger. La multi qui est une Ducati sans vraiment en être une. C'est une Ducati de nouvelle ère en fait. Oui. Une moto qui est très douce, très facile, confortable, racée mais en même temps plutôt commode au quotidien. Et donc la Tiger, la nouveauté, radicalement changée. Ah oui. C'est plus du tout la même moto. Alors, 25 kg de moins, Triumph a tout refait, le moteur, le châssis, tout, ils ont tout refait sur cette moto. Ouais, alors du coup, ils ont pris le moteur de la Speed Triple, la nouvelle 1200, donc moteur très compact. Dedans, ils ont mis un calage T-Plane, comme il y a sur les Tiger 900, qui offre un comportement proche d'un bicylindre avec une sonorité proche d'un bicylindre. On aime, on n'aime pas, c'est assez particulier. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça non plus transfigurant. Par contre, au niveau du gabarit, de l'agilité, c'est un truc de fou, quoi. La transformation est spectaculaire, tu vois. C'est limite la Ducati paraissait à côté plus, enfin elle l'est d'ailleurs, un gabarit plus imposant. Mais c'est pas du tout une petite moto, une Multistrada V4, c'est une grosse moto. Tu t'attends quand même. Généralement, c'est un peu ce qui se passe, c'est que les Ducats sont les plus sportives, et finalement, c'était la Tiger la plus incitative, la plus sportive. Ouais. D'accord. Voilà. Donc globalement. Bon, finalement, enfin, je veux dire, quand même. Au global, ces motos-là, elles ont été conçues pour voyager, mais surtout pour battre cette GS qui cumule des ventes de dingue, année après année. Et on essaye ces 2 marques-là essayent de piquer un peu des parts de marché à la GS. Est-ce que cette Tiger arrive tout doucement? Est-ce que ça peut rivaliser avec une GS? Est-ce que ça peut faire réfléchir les gens? En fait, pour moi, c'est la fin de l'hégémonie de la GS. D'accord. Mais ça ne le sera pas dans les chiffres de vente. Ça ne le sera pas dans les chiffres de vente parce que c'est quand même. En fait, c'est une moto qui cumule 2 choses. Un, c'est un produit à la mode, et en plus, qui n'a que des qualités. Oui. Tu vois, c'est un peu comme un iPhone, quoi. Ils en vendent à la pelle parce que c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est à la mode et quand tu le prends, c'est terrible. Et c'est un peu ce qui se passe là. On a toujours la GS qui a toutes ses qualités, qui est toujours la meilleure sur des créneaux
qui sont ceux qui parlent aux moteurs qui achètent ces motos-là, c'est-à-dire le confort Oui. et la protection imbattable. D'accord. Après, sur tout le reste, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. La Multi V4, super étonnante comme moto. Elle a énormément de qualité. Moi, c'est mon coup de cœur personnellement. D'accord. Mais je peux comprendre qu'une GS, il y a énormément d'attrait pour cette moto, pour ce côté. Tu sais, la sonorité du moteur, ça fait. Bon, enfin, quelles que soient les circonstances, tu es serein avec cette moto. Elle a un cardan aussi, comme la Tiger. Ouais. Ça participe. Ça participe peut-être, même peu. si aujourd'hui, bon, les chaînes modernes. Oui, qui ne s'usent pas trop. Bon, pas trop. En plus, on a des shifters, donc les passages de vitesse, c'est tout en douceur. Oui, enfin, c'est de l'entretien en moins quand ouais, on a un cardan. Mais donc, non, l'AGS, ça commence à être vraiment serré. D'accord. Et surtout, l'autre chose qu'on a remarqué dans ce Comparo, c'est que c'est des motos qui ont tout un caractère vraiment très marqué. Ah oui. Honnêtement, en termes de prestations, ça se vaut, mais en termes de. Je te dis, elles ont toutes un caractère qui leur est vraiment propre. D'accord. Et ça, c'est cool. Donc, ce que tu incites aussi aux lecteurs, finalement, qui voudraient peut-être acheter une GS. Avant d'acheter une GS, allez essayer les autres motos. Ces deux-là, peut-être certains seront tentés peut-être par une Harley Panamérica qui est aussi très singulière. Voilà, mais il faut aller vraiment en ce moment essayer ces autres motos avant de signer pour une GS. Aujourd'hui, il y a vraiment débat. Il y a vraiment débat. Voilà. D'accord. Okay. Donc voilà. Bon. Par contre, je voudrais conclure sur le fait que la GS n'est pas la moto la plus puissante. Bah, c'est même la moins puissante du trio. Dans les comparatifs, le fait qu'elle soit moins puissante, bah, c'est pas très grave. Parce qu'elle a énormément d'agréments. Tu sais, le boxeur, il reprend super tôt. Depuis qu'elle shift cam, c'est Donc, par contre, l'argument d'avoir un gros trail qui fait 160 chevaux n'est pas l'argument ultime du tout. Non, mais là où la GS, je me souviens encore d'il y a quelques années, tu montais sur une GS, tu dis ah ouais, en plus ça marche, c'est fini, ça tu le fais plus. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Parce que maintenant tu as quand même des valeurs comparatives où tu dis ah ouais, la multi, ouf. Oui, d'accord. Ouais, quand il prend des tours, le V4 il est vraiment bon et même à bas régime il est bon. D'accord. D'ailleurs, je vais petite mot de la fin, je pense que c'est ce moteur-là qu'ils auraient dû mettre dans la Street Fighter. Bonne remarque, voilà. Bonne remarque. Bon, enfin voilà. Donc, dans ce MJ, je le remonte, mais vous le verrez s'afficher en grand dans la vidéo, vous pouvez retrouver ce comparatif hyper important pour la catégorie gros trail et le marché de la moto en France en 2022. Et si vous voulez acheter un gros trail, essayez les trois, vraiment. C'est l'instant test produit équipement dans Moto News. Ce mois-ci, nous testons un casque modulable, le Scorpion Exotech, et deux paires de baskets moto, les Behring Skydeck et les Furigan Downtown. Dans cette séquence équipement, on va commencer par vous parler du Scorpion Exotech. Alors, c'est un casque fabriqué par Scorpion qui fait partie de la catégorie des modulables dits flip-back. Modulable flip-back, ça veut dire en fait que la mentonnière peut se rabattre complètement à l'arrière du casque. Elle pivote à 180 degrés au lieu de s'arrêter sur le point haut à la verticale sur la plupart des modulables. Est-ce inédit? Bah non, pas vraiment, puisque Roof, avec le Boxer, l'avait déjà inventé il y a plus de 25 ans. Et Shark, par la suite, a un peu modernisé le concept et l'a rendu aussi plus sportif avec la lignée des Evoline. Evoline, Evo ES, Evo GT, etc. Là, c'est au tour de Scorpion qui propose donc ce casque flip-back modulable qui est homologué PJ, c'est-à-dire intégral et jet. Bien sûr, vous l'aurez compris, la sécurité maximale, c'est quand le casque est fermé en position intégrale. Alors l'avantage, bien sûr, de ce type de casque à mentonnière qui peut se rabattre à l'arrière, c'est que l'on peut rouler du coup avec l'écran incolore devant les yeux. Donc on peut rouler quand même ouvert avec de l'air, mais quand même pouvoir rabattre l'écran incolore. Alors qu'avec la plupart des casques modulables, ceux qui s'arrêtent vers le haut, la mentonnière qui s'arrête en haut, eh bien, comme l'écran est solidaire de la mentonnière, eh bien, c'est terminé. On n'a plus de protection pour les yeux, hormis le fameux pare-soleil qui peut se rabattre. Ici, il y a également un pare-soleil escamotable. La qualité optique d'ailleurs des écrans de chez Scorpion est plutôt bonne, plutôt satisfaisante. Je trouve que le pare-soleil est un petit peu clair.
Ce casque, le gros avantage de ce casque, c'est la manipulation justement de la mentonnière, qui est hyper fluide, qui est hyper facile. Gants d'hiver, pas de gants d'hiver, des gants d'été, un seul bouton, on appuie dessus, on arrive, on manipule cette mentonnière avec beaucoup de facilité. Donc ça c'est hyper sympa quand on arrive au péage, quand on arrive à la station essence, qu'on fait son ravitaillement, quand on circule un peu en ville à basse vitesse, etc. Les ventilations. Alors la ventilation supérieure, plutôt pas mal conçue puisqu'elle rafraîchit bien le sommet de la tête et elle ne siffle pas comme sur d'autres casques intégraux ou modulables. Par contre, elle aurait pu ventiler encore davantage, ça aurait été plutôt sympa pour l'été. La ventilation basse, elle est pas assez efficace, hein. Il faut retravailler ça chez Scorpion. La boucle est une boucle micrométrique, hein. Ceux qui adorent le système de double anneau comme sur les casques intégraux classiques, les casques Racing, devront s'accommoder de cette boucle micrométrique qui est beaucoup plus pratique au quotidien. Signalons également que ce casque est garanti 5 ans. Il est fabriqué par Scorpion dans une fibre spéciale maison ultra TCT, hein, qui n'est pas aussi noble qu'une fibre de carbone par exemple, mais ce casque Scorpion existe aussi en fibre de carbone. Dans cette matière, il pèse 1728 grammes, ça qui représente à peser sur notre balance, hein, bien sûr, vérifier. Ce qui peut paraître un petit peu lourd, mais en définitive, l'équilibre général du casque fait qu'on le supporte finalement une longue journée de roulage sans trop de difficultés. A noter que au sein de la rédaction de MJ et de MR et de Station, nous avons été plusieurs à tester ce casque. Certains ne se sentent pas tous très bien dedans, parfois avec une petite barre au fond, etc. Ça, c'est une question de morphologie, hein, bien sûr, de la morphologie de chacun en fonction d'une marque de casque. Moi, je n'ai eu aucune gêne. En revanche, moi, ce que je n'ai pas trop apprécié, c'est le champ de vision supérieur. Ce qui fait que sur un maxi scooter, un gros trail, on n'a pas de problème parce qu'on se tient bien droit. Donc, pas de problème de champ de vision supérieur. Dès qu'on a un roadster sportif, voire une sportive ou une sport GT, on est basculé sur l'avant. On doit regarder un peu plus comme ça vers le haut. Et comme il n'y a pas beaucoup de champ de vision supérieur, c'est un peu une gêne. Ça, c'est un petit problème concernant ce casque. Pour le reste, c'est vraiment un casque polyvalent qui s'apprécie toute l'année. Donc ça, c'est super. Il est vendu aux alentours de 300 €, mais on peut aussi le retrouver facilement en promotion. Et d'ailleurs, on a déjà vu ce casque s'afficher à 220-230 €. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de variations sur le marché du casque entre les magasins, les concessionnaires, les magasins spécialisés dans l'équipement, les sites de e-commerce. On peut trouver tous les prix. Voilà, dernier conseil, bien sûr. Pensez à essayer ce casque si vraiment ça vous intéresse. Vérifiez la manipulation de la mentonnière, si ça correspond à vos besoins, à vos envies, et bien à votre morphologie également, hein. Ça, c'est crucial pour l'achat d'un casque. Bon, c'est le printemps, hein. Normalement, les beaux jours arrivent. Alors, on va vous parler de 2 paires de baskets moto qu'on a fraîchement testées. Tout d'abord, les Behring Skydeck, qui existent donc en gris, comme ça, hein, une couleur un peu à la mode, ou en noir. Alors, basket en cuir de vachette avec multiples renforts. Il y a un renfort au niveau de la semelle pour éviter l'écrasement de la semelle. Ça, on le sent plutôt bien quand on met les baskets la première fois, hein. Il y a un petit rodage quand même, hein. Il va falloir faire quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres à pied avant qu'elle se fasse bien. Ensuite, on a un renfort à l'avant du pied. Ça, c'est super, hyper solide. Renfort au talon. Et puis, on a un renfort aussi malléole ici. On sent bien la forme arrondie au niveau de la malléole. Il faut regarder avec votre morphologie si ça colle bien. À l'intérieur, on ne peut pas en avoir, tout simplement parce qu'on a un zip latéral, voilà, qui va permettre de faciliter aussi l'enfilage de la basket. Ça, c'est hyper important, hein. Ça aide tous les jours, hein. Sinon ça devient vite casse-pied de mettre ces baskets là. Et puis vous voyez, large soufflet pour l'imperméabilité. Ça marche plutôt pas mal. J'ai fait 300 km sous la pluie avec. Ils ont fini par traverser, mais au début, ça allait vraiment bien. D'ailleurs, la membrane imperméable, elle est plutôt efficace au final. Bon, ça, c'est pas mal comme paire de baskets. C'est plutôt confortable, après le rodage, bien sûr. Et puis, ça fait vraiment le job pour rouler tous les jours. Bien sûr, c'est inférieur à la protection d'une vraie paire de bottes moto. Vous le savez bien, on sait ce qu'on achète quand on achète des baskets moto. Ces baskets moto sont vendues 139,99 €. Autre style, autre modèle, là, qui vient d'arriver également, hein, sur le marché, Furigan. Donc elle s'appelle Downtown, hein, donc une basket moto
plus typé, hein. On voit bien le gros marquage Fury qui est rétro-réfléchissant la nuit d'ailleurs. Et puis une forme aussi qui est un peu moins passe-partout, hein, voilà. Donc cette paire de baskets se distingue par plusieurs matériaux. Un matériau en cuir et puis un tissu mèche qui va permettre de la respirabilité de la basket. Elles sont néanmoins plutôt protectrices au niveau du froid, hein, grâce à une membrane aussi qui gère l'imperméabilité de la basket. Et c'est vrai que j'ai roulé par 3-4 degrés, bah finalement elles n'étaient pas si froides que ça, donc c'était plutôt pas mal. Vous remarquerez que ces baskets, elles, ne comportent pas à l'intérieur le zip pour pouvoir faciliter l'enfilage de la basket, donc il faut vraiment bien glisser son pied et tirer sur le tirant que vous voyez ici. Malheureusement, lors du deuxième enfilage, bing, le tirant, il a cédé. Bon, ça c'est un peu regrettable. Sinon, vous avez l'avantage d'avoir des lacets qui sont fournis, 2 paires de lacets, une paire de lacets noirs, une paire de lacets blancs, selon votre goût, pour s'accommoder avec la basket. Et puis ils ont un traitement, ces lacets, ils sont un peu spéciaux, donc ça sert à ce que la chaussure ne se délasse pas très facilement. Ils adhèrent bien ces lacets, donc ça c'est super. Et puis on a aussi cette patte avec le scratch qui va permettre de maintenir bien les lacets en position, afin que les lacets justement ne viennent pas se prendre par exemple dans le sélecteur ou vol au vent, etc. Donc ça c'est plutôt bien, hein, c'est bien vu de la part de Furigan. Côté pointure, là on est sur une paire de baskets qui va chercher large, hein, puisqu'on est du 37 au 47, donc là il y a vraiment une belle amplitude de taille de basket. Et puis, on a aussi quand même de la sécurité, avec un peu moins de sécurité en sensation au niveau de la protection à l'avant ou du talon par rapport au bearing. Mais par contre, on a une semelle qui est bien rigide à la torsion, qui est anti-écrasement, qui est vraiment très efficace, qui paraît en tout cas très efficace à ce niveau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le rodage, plutôt moins que les bearings, hein, donc on a un peu de souplesse d'origine. Et puis une semelle qui va adhérer suffisamment aux commandes, même si moi j'y ai trouvé des petits défauts sur les bitumes mouillés par exemple, on a un peu moins de sensation de grippe au niveau de la semelle. Côté protection, il y a des inserts également de chez D3O, hein. Furigan travaille depuis longtemps avec ce spécialiste de la protection, qui sont des protections souples à haute capacité d'absorption des chocs. Côté prix, celle-ci, c'est 149,90 € TTC conseillé. Pareil également en matière de basket, je tiens à vous signaler quelque chose, essayez-les en magasin. Par exemple, celle-ci, j'ai choisi du 42, chose plutôt 41. Finalement, elles sont un petit peu grandes, j'aurais très bien pu prendre 41. Les bearings chaussent à peu près juste, voilà. Donc il y a toujours des petites nuances au sein de chaque fabricant, donc il faut bien vérifier ça. Et puis enfin, regardez les prix, hein, parce que c'est pareil, hein, comme pour les casques et les blousons, il y a le prix TTC conseillé, et puis finalement on constate qu'il y a beaucoup de variations de prix entre les sites de e-commerce et les boutiques spécialisées moto. Bon Christophe, alors qu'est-ce que tu as essayé ce mois-ci? Alors en matière de mobilité urbaine, mon cher Stéphane, j'ai essayé le Zontes 310M, nouveau scooter, parce que Zontes, tu connais, cette marque chinoise est arrivée avec des motos, 300 cm3. 125. 125, ouais. 300. Et puis, il n'y avait pas de scooter, ça y est, ils ont un scooter GT 310M que tu as vu dans le garage en bas. Oui. J'ai même voulu te passer les clés parce que j'étais curieux d'avoir ton avis et tu m'as snobé, non? J'avais piscine. Ah oui, tu avais piscine, bon bah voilà. donc non. Non, mais je l'aurais essayé avec plaisir. Bien sûr. Parce que tu sais que je roule en 300 XL. Ah ben oui. Et que c'est un peu le concurrent. C'est un peu le concurrent, donc c'était très intéressé. Bon, donc du coup, j'ai fait mon essai sous la neige. C'était hyper top, juste à un moment où il y avait la neige en avril. Là. Et donc, Zontes 310M, scooter avec une très belle présentation, très moderne de présentation,
assez proche du X-Max. Assez proche du X-Max en termes de design. Et en coloris aussi. En coloris, plutôt fin, plus fin. Un scooter avec un gabarit plus compact, plus carrément, parce plus que étroit. moi je me suis garé à côté. Et oui, Et quand je l'avais vu au salon de Milan, je pensais que son gabarit était à peu près celui du X-Max, mais en fait, pas du tout. Il est 20% plus petit. ah oui, C'est oui. presque un 300 compact. C'est un 300 compact qui fait une taille d'un 125 et d'un 125 d'il y a quelques années, quand ils Ouais. étaient un peu moins gros. Ça, c'est Taille un d'une 125 et prix. et prix. Et d'un prix. 125. Exactement, même moins cher, parce que là, il est affiché à 4 690 €. C'est moins cher que les deux leaders du segment, non? Ah bah carrément. En fait, Que les deux avec leaders 125. l'augmentation des prix Oui. des véhicules neufs, on a un Forza qui est à 5300 quasiment, et le X-Max 125, pareil. Oui. Ouais. Oui, qui est à 5 000 Ouais. €. Donc là, c'est un Donc ça, 300. C'est ultra compétitif. C'est un 300 et c'est le prix, c'est moins cher qu'un 125. Mm. Bon, donc ça c'est top, c'est un super argument pour le Zone Test 310M, d'autant plus que, je te l'annonce, la bonne surprise de ce scooter, c'est son moteur qui marche Il a un moteur. hyper bien. Oui, il a un moteur, il n'a pas de pédale, et qui marche À ce prix-là. hyper bien, qui vraiment est volontaire, qui développe 32 chevaux annoncés, qui doit les faire parce que dans un monde libre de l'autre côté du Rhin, il prend plus de 150 compteurs sans problème. Ah Donc ouais. ça Ouais. file vraiment. Et Il est léger aussi. et hein. il est léger. Rapport Donc, poids-puissance, c'est intéressant, donc j'imagine. c'est pas mal. De ce côté-là, c'est super bien. Le moteur, il vibre un petit peu et presque rien, donc ça reste très correct. Sa consommation reste équivalente à celle qu'on connaît sur le marché en matière de 300. On est aux alentours de 3,5 litres au 100. Voilà, même on peut descendre à 3 litres. Et puis, le moteur, c'est vraiment bien. Il fait pas trop de bruit parce que maintenant, on fait la chasse au bruit. Et donc, il ne faut pas un moteur qui soit trop bruyant. Donc, c'est le cas. Voilà, donc le gros bénéfice de ce scooter, c'est son moteur qui est vraiment très réussi. Son côté fin, ça lui permet d'être plutôt agile en ville, de bien pratiquer l'interfile. Ça, tu Il est sais. bas. Il est assez bas, ça, Ouais. ça va. Ça n'est pas trop large. hein. Non, non. Donc, du coup, il est compact, voilà. Donc ça va plutôt être bien pour les petits gabarits, peut-être les femmes, etc. Petit gabarit, c'est-à-dire. Bah, comme moi, un peu, tu vois, moins d'1,80 m. Mais sinon, il y a quand même une faille. Bah, j'imagine que s'il est compact, ça veut dire capacité d'emport un peu limitée, non? Ouais, bah là, ça, c'est un problème. La selle, donc le coffre sous la selle, on est très loin des leaders de chez Yamaha que tu connais bien ou Honda. Donc on met un casque jet à écran. Même pas intégral? Non, faut choisir son modèle de jet à écran. Je pense que si on a un casque jet à écran avec une grosse calotte et qu'on fait du XL, c'est quand même très tendu. C'est un scooter pour les petits, hein. Il faut Donc, petit gabarit, petite tête, petit casque. Ouais. Enfin bon, c'est quand même un des fondamentaux d'un scooter, c'est quand même avoir un coffre. Bien sûr. Voilà. Et Après, là, tu peux ajouter un top case, mais c'est Bien peut-être une sûr. option Oui. proposée par Zontes. on peut bien sûr ajouter un top case. Ouais. Mais, Non, mais est-ce que c'est une option? Ah oui, il y a un Oui, c'est top une case au catalogue. Ah, d'accord. Donc on peut être sauvé par ça. Mais au quotidien, ceux qui ne veulent pas du top case et qui veulent se contenter du coffre pour mettre leur casque tous les jours, bah, ils en seront pour leurs frais. Néanmoins, ça fait quand même un scooter hyper intéressant qui arrive sur un marché où il y a de la concurrence et puis deux gros leaders et il peut vraiment jouer sa carte. Après, j'ai envie de te poser la question, pour être bien vendu en France, il faut aussi un réseau. Exactement. ouais. Et Zontes travaille sur un réseau, ils sont en plein développement. oui, Donc Zontes, c'est une marque importée par GD France, oui, qui importe aussi CF Moto, pour laquelle GD France construit aussi un réseau. oui, Donc voilà, tout ça, ça se met en place. Après, effectivement, ce ne sera pas le réseau de Yamaha ou de Honda tout de suite. oui, forcément. il y en a pas partout. Mais en tout cas, le fait que ce produit existe à ce prix-là, avec une qualité perçue quand même intéressante, de ce que j'ai pu voir. oui. Un design qui est plutôt pas mal, Dans l'air du temps, il y a rien plutôt à dire. italien. Je crois qu'il est dessiné en Italie d'ailleurs. C'est une proposition intéressante quand même. Absolument. Donc, on vous invite d'ailleurs, usagers de scooter, le Zontes 310M, si vous en avez l'occasion et un concessionnaire pas trop loin, bah, allez le découvrir.
Moto News, on s'intéresse aussi au tout-terrain et au sport dans le milieu tout-terrain. Alors, mon cher Mathias, présent ici de Moto Verte, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, tu le sais bien, on parle souvent, nous ici aussi, de MotoGP, et on a deux Français qui brillent en MotoGP, Johan Zarco et Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, qui a été champion du monde l'année dernière en MotoGP, qui a obtenu le titre de pilote de l'année au Trophée de la moto que nous organisons aux éditions La Rivière. J'en ai entendu parler. Et oui, mais en Moto 2, on n'a pas de pilote français. En Moto 3, on a Lorenzo Felon qui ne fait pas encore des super résultats. Alors que vous, en tout terrain, là, pour ta partie, tous les Français sont présents partout. Oui, c'est un peu la chance qu'on peut avoir en tout terrain depuis quelques saisons, c'est d'avoir des tricolores qui brillent à toutes les catégories, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et 2022 ne déroge pas à la règle, puisque que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a du Maxime Renault, du Tom Vial, du Dylan Ferrandis, du Marvin Musquin. Voilà, que des tricolores qui brillent et donc c'est l'occasion de faire un petit focus sur eux parce que ça y est, les saisons sont vraiment bien lancées. Ouais. Et on a un Français qui a repris la plaque rouge de leader en 250 en MX2, c'est Tom Vial. Tom Vial, champion du monde en 2020, qui a perdu la couronne l'année dernière. Cette année arrive avec une toute nouvelle moto chez KTM, retour de blessure, un début de saison un peu compliqué pour lui. Et là, il a enchaîné 4 courses, c'est simple, 97 points possibles sur 100 points. Ah ouais, c'est... Donc il a repris sa marche en avant. Donc là, il a fait des stats. Hein. Il a fait des très bonnes stats, 2 victoires de Grand Prix. Il a fait son Tony Parker. Hein, voilà, il a mis la machine en route, notre Tom Vial national. Et du coup, son adversaire principal, Jago Geerts, le Belge, qui était leader avec une confortable avance, lui n'a marqué que 57 points en 4 courses. Il n'est plus leader. Donc Tom Vial a très bien lancé sa saison. Un autre Français qui brille, c'est Maxime Renault en 450. Première saison pour lui chez les Gros Bras, champion du monde en titre en MX2. Il a connu un Grand Prix difficile au Portugal. Première fois, voilà, quelques chutes, un petit peu de doute. Il faut régler la moto, apprendre les circuits. Hop, Maxime a remis lui aussi la machine en route lors du dernier Grand Prix à Arco il y a 2 semaines. Podium de nouveau, le 3e de la saison. 3e podium pour Maxime Renault. 3e du championnat du monde derrière, excusez du peu, Tim Geiser, quadruple champion du monde. Jorge Prado, double champion du monde. Que des beaux noms. Donc là aussi, on a la chance d'avoir Maxime Renault sur le devant de la scène. Et hop, on va traverser l'Atlantique, on passe aux États-Unis avec Marvin Musquin, que forcément beaucoup de monde connaissent également, qui a remporté le Supercross de Paris à plusieurs éditions. Marvin Musquin qui a signé 2 podiums sur les 2 dernières courses. La toute dernière, c'est un peu moins bien passé pour lui, une petite chute, mais voilà, 2 podiums. Il se bat dans le top 5 du championnat des États-Unis. 12 points seulement du top 3. Top 3, le leader, Eli Tomac, lui va être champion cette année, mais voilà, pourquoi pas un top 3 final pour Marvin Musquin. D'accord. Donc, quand même, très rapidement, tous ces pilotes français qui brillent devant, qui jouent souvent top 5, podium, ton favori pour être un potentiel champion du monde, c'est quand même Tom Vial. Oui, c'est clairement Tom Vial, puisqu'il a déjà été champion du monde, il a repris la plaque de leader. Là, il a pris l'ascendant psychologique sur son adversaire Jago Geerts. Attention, comme il le dit lui-même, il reste encore énormément de courses, une saison de 20 Grands Prix. Oui. Ça en fait, il peut avoir des blessures, il peut avoir des chutes, mais Maxime Renault ne peut pas encore prétendre, et lui-même le sait qu'il lui faut encore quelques années pour se battre pour le titre. D'accord. Sait-on jamais, mais bon. Rapidement, il y a des Français aussi dont on attend des performances ou qui vont peut-être un peu s'améliorer sur le suite de la saison. Oui, on a parlé des belles choses du côté des Français. Il y a aussi quelques petites mauvaises nouvelles. C'était la blessure de Dylan Ferrandis, le champion outdoor de l'année dernière, qui a fait un très beau début de saison en Supercross. Blessure au poignet, il a préféré s'arrêter là pour la saison de Supercross et parfaitement se préparer pour l'outdoor qui arrive. Il a une plaque de numéro 1 à défendre. Et puis le Supercross, c'est trop intensif en fait. Oui, il y a une course tous les week-ends. Il a essayé de rouler en Supercross, il a vu que c'était trop violent pour son poignet, trop douloureux, donc il a préféré arrêter là, se concentrer maintenant sur le motocross pour défendre son titre. Un championnat outdoor qui verra peut-être Jeffrey Erlings aussi passer là-bas, essayer de faire une saison complète en outdoor. Peut-être Antonio Cairoli également. Erlings est blessé, Cairoli est en retraite, ils vont peut-être se lancer ce nouveau challenge. Ça, on pourra peut-être en parler sur la prochaine émission, c'est encore dans les petits papiers. Et un autre Français dont on attend le retour depuis un long moment, c'est Romain Fèvre, qui nous avait ébloui l'année dernière d'une saison incroyable, vice-champion du monde. Romain Fèvre qui s'est blessé au tibia. Sérieusement
Sérieusement, puisqu'il a été obligé de faire une greffe osseuse pour réparer un tibia très abîmé. Il devrait logiquement revenir sur la moto dans 3-4 semaines pour pourquoi pas faire son retour en Grand Prix lors du Grand Prix de France à Ernée. Tout ça, c'est une hypothèse. Mais voilà, ce sont des pilotes qui nous manquent pour le moment. D'accord. Bon, ok. Eh ben, écoute, on va croiser les doigts pour ce dernier. Et puis, bah voilà, hein, souhaitons-le, hein, peut-être un champion du monde tout-terrain motocross cette année, pourquoi pas. Hein. On a eu l'habitude d'en avoir quelques-uns ces dernières années, donc on va essayer de ne pas déroger à la règle. Et faire un beau doublé avec le MotoGP, pourquoi pas. Pourquoi pas.